Mon compagnon, Lucas, 31 ans, et moi, Chloé, 38 ans, partagions notre vie depuis 3 ans. Nous avions emménagé ensemble il y a 18 mois, à la fin de son ancien bail à Bordeaux. Notre contrat actuel arrivait à échéance dans 2 semaines, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert qu'il me trompait avec Léa, 32 ans, qui avait été sa colocataire. Laissez-moi vous raconter cette histoire. Lucas et Léa avaient été colocataires pendant près de 2 ans avant mon arrivée. Quand nous avons décidé de vivre ensemble, Léa a trouvé son propre appartement, mais elle est restée très proche de nous. Elle venait dîner 2 fois par semaine, avait sa propre clé pour arroser nos plantes quand nous partions en vacances dans le sud-ouest, et connaissait chaque recoin de notre foyer. Lucas et moi étions amis depuis 6 ans avant de nous mettre en couple. Nous travaillions dans la même entreprise à Toulouse et fréquentions le même groupe d'amis. Quand nous avons finalement franchi le pas, notre relation a progressé rapidement, forte de cette familiarité. Emménager ensemble semblait la suite logique. Léa travaille comme serveuse dans un café branché du centre-ville de Bordeaux. Elle gagne bien sa vie, mais elle dépense vite. Lucas l'aidait toujours avec le transport quand sa voiture tombait en panne, écoutait ses problèmes de cœur, et lui donnait des conseils sur tout, des drames professionnels à la recherche d'appartements. Il annulait nos projets parce qu'elle l'appelait pour l'aider à déménager des meubles ou à gérer des soucis avec son propriétaire. J'ai demandé plusieurs fois à Lucas s'il y avait quelque chose entre eux. Il m'a toujours assuré que Léa était comme une sœur pour lui et que je n'avais pas de raison d'être paranoïaque. Léa m'a dit la même chose quand je lui ai posé la question directement. Elle a même ajouté que Lucas était trop comme un frère pour qu'elle puisse le voir autrement. Ils m'ont tous les deux fait me sentir ridicule d'avoir posé la question. Il y a 3 mois, Lucas a commencé à agir différemment. Il laissait son téléphone face cachée pendant le dîner et prenait ses appels dans une autre pièce. Il a cessé de m'inviter lorsque Léa avait besoin d'aide. Quand je suggérais que nous sortions tous les 3, comme avant, il disait que Léa était trop occupée avec le travail ou qu'elle sortait avec quelqu'un de nouveau. Mardi dernier, à 2 heures du matin, je n'arrivais pas à dormir et j'ai décidé de consulter son téléphone. Je sais que c'était mal, mais quelque chose au fond de moi me disait que je devais regarder. J'ai trouvé des messages entre Lucas et Léa datant de la veille au soir. Les messages étaient explicites et montraient clairement qu'ils s'étaient vus pour des relations intimes. Il y avait des références à des choses qu'ils avaient faites la semaine précédente et des projets pour se revoir. J'ai réveillé Lucas immédiatement et je lui ai montré les messages. Il s'est assis sur le lit et a regardé le téléphone pendant un long moment sans rien dire. Puis il a admis qu'ils avaient eu des relations, mais il a insisté que ça n'était arrivé qu'une seule fois et que ça ne signifiait rien. Il m'a supplié de lui pardonner et a promis de couper tout contact avec Léa. Je lui ai dit que j'allais dormir dans la chambre d'amis. Le lendemain matin, il est parti travailler et je me suis porté malade. J'ai passé toute la journée à chercher des appartements en ligne et j'ai appelé 3 agences pour des visites. Dans l'après-midi, j'avais déjà versé un acompte pour un appartement d'une pièce à l'autre bout de la ville, près du Jardin du Luxembourg à Paris. Je n'ai rien dit à Lucas à propos de l'appartement. Mon plan était d'engager des déménageurs pendant qu'ils seraient au travail la semaine prochaine et d'emporter toutes mes affaires. Je lui laisserai une note expliquant que j'ai mis fin à notre relation et que je ne veux plus qu'il me contacte. Le bail de notre logement actuel expire dans 2 semaines, il devra donc trouver un autre endroit où vivre ou négocier de rester seul. Lucas gagne bien sa vie, mais il a des prêts étudiants et un crédit auto. Notre loyer est cher et je sais qu'il ne peut pas le payer seul. Il n'a pas non plus assez d'argent de côté pour un dépôt de garantie dans un nouvel endroit. Quand nous avons emménagé ensemble, nous avons tout partagé à parts égales, mais j'ai payé la totalité de la compte car il était sans emploi à ce moment-là. Mes amis pensent que je fais la bonne chose. Elles disent que Lucas a fait son choix et qu'il doit maintenant en assumer les conséquences. Ma sœur aînée pense que je devrais lui dire que je déménage afin qu'il ait le temps de prendre ses dispositions. Elle dit que partir sans prévenir est cruel, même si ce qu'il a fait était mal. Je n'arrête pas d'hésiter. Une partie de moi pense qu'il mérite de devoir chercher un logement à la dernière minute pour ce qu'il a fait. Une autre partie se demande si je ne devrais pas au moins lui donner quelques jours de préavis. Nous avons été amis si longtemps que disparaître complètement semble trop difficile. Ce qui me dérange le plus, ce n'est pas seulement l'infidélité, mais la façon dont ils m'ont menti en face pendant des mois. Léa s'asseyait à notre table pour manger ce que j'avais préparé, tout en couchant avec mon petit ami. Elle me serrait dans ses bras pour me dire au revoir et me demandait comment j'allais, tout en poursuivant ses manigances derrière mon dos. Lucas m'embrassait pour me souhaiter bonne nuit et me disait qu'il m'aimait,
les mêmes jours où il envoyait des messages à Léa pour se voir. J'ai trouvé plus de messages datant de 6 semaines. Non seulement ils avaient des relations sexuelles, mais ils parlaient aussi de moi et de notre relation. Léa se plaignait que j'étais trop au contrôle fric parce que je demandais à Lucas de me prévenir s'il rentrait tard. Lucas lui donnait raison et disait qu'il se sentait parfois étouffé. Il faisait des blagues sur des choses que je disais ou faisais, sur la façon dont j'organisais mes épices ou que je vérifiais toujours la météo avant de sortir de chez nous, comme une vraie Parisienne soucieuse de son look. Le pire message était d'il y a 3 jours. Léa a envoyé des photos à Lucas et il a répondu avec des commentaires détaillés sur ce qu'il voulait lui faire. La même nuit, je lui ai préparé son dîner préféré et nous avons regardé un film ensemble sur le canapé. Il écrivait à Léa alors que j'étais assise juste à côté de lui. Cette semaine, je suis resté tard au travail pour éviter d'être à la maison avec lui. Quand je le vois, il agit comme si tout était normal. Il me demande comment s'est passée ma journée et suggère des plans pour le week-end, comme si rien ne s'était passé. Hier, il a ramené des fleurs à la maison et a dit que j'avais l'air stressé ces derniers temps. Les fleurs sont toujours sur le comptoir parce que je n'ose ni les jeter ni les mettre dans l'eau. Mon bail pour le nouvel appartement commence le lundi. Le déménagement est prévu pour le mercredi matin, quand Lucas sera en réunion toute la journée. J'ai progressivement déplacé de petites choses dans ma voiture pour qu'il ne remarque rien. Hier, j'ai appelé notre propriétaire pour savoir comment retirer mon nom du bail avant l'heure. Je lui ai expliqué la situation sans entrer dans les détails et elle a été compréhensive. Elle a dit que tant que Lucas pourrait prouver qu'il peut payer le loyer seul ou qu'il trouverait un nouveau colocataire, elle me laisserait sortir du bail sans pénalité. Je me sens mal de ne pas dire à Lucas que je pars. Devrais-je lui donner le temps de se préparer ou mérite-t-il de devoir se débrouiller seul? Mise à jour, la confrontation inattendue. Le plan de déménager en secret n'a pas tout à fait fonctionné comme prévu. L'agence immobilière a appelé Lucas directement le mercredi pour confirmer certains détails administratifs concernant mon départ. Il est rentré tôt du travail et m'a trouvé en train d'emballer mes dernières affaires dans la cuisine. Lucas m'a demandé si nous pouvions parler avant que je finisse de déménager. J'ai accepté car j'ai réalisé que je voulais lui dire certaines choses en personne plutôt que de laisser une simple note. Nous nous sommes assis dans le salon, entourés de cartons à moitié emballés, et je lui ai dit exactement ce que je pensais de son comportement. J'ai commencé par lui demander pourquoi il voulait parler maintenant, alors qu'il avait eu des semaines pour mentionner sa relation avec Léa. Je lui ai rappelé comment lui et Léa agissaient normalement et me souriaient pendant qu'ils se voyaient derrière mon dos. Je lui ai rappelé toutes les fois où il m'avait dit que j'étais paranoïaque de douter de leur amitié. Puis j'ai soulevé quelque chose que je n'avais pas mentionné auparavant. Je lui ai dit que je savais qu'il avait parlé des autres relations de Léa et s'était moqué des hommes qu'elle ramenait chez elle. J'ai trouvé ces messages mêlés aux messages sexuels entre eux. Il disait à Léa que son dernier rendez-vous semblait être un loser et qu'elle méritait mieux, pour ensuite coucher avec elle alors qu'il était encore avec moi. Ce qui m'a le plus énervé, c'est d'apprendre qu'ils avaient été intimes dans notre maison pendant que j'étais là. Il y avait des messages parlant de faire les choses en silence pour que je ne les entende pas depuis l'autre pièce. Lucas m'avait donné un baiser de bonne nuit et m'avait dit qu'il m'aimait le lendemain matin de l'une de ces rencontres. J'ai aussi découvert que Lucas racontait à Léa des choses privées sur notre relation. Il se plaignait à elle de mes habitudes et partageait des détails sur nos disputes. Léa connaissait des choses sur nos finances et nos projets futurs dont je n'avais parlé qu'à Lucas. La dernière chose que je lui ai reproché, c'est un mensonge qu'il a dit à Léa dans ses messages. Il lui a dit que nous avions parlé de voir d'autres personnes et que j'étais d'accord tant que nous étions honnêtes à ce sujet. Cette conversation n'a jamais eu lieu, il l'a inventée pour faire croire à Léa qu'elle ne faisait rien de mal. Lucas est resté silencieux pendant que je lui disais tout cela. Quand j'ai eu fini, il a admis qu'il avait commis une grave erreur et a dit qu'il assumait toute la responsabilité, mais il a aussitôt commencé à trouver des excuses. Il a dit que nous nous disputions davantage ces derniers temps et qu'il sentait que nous nous éloignions. Il a affirmé que Léa le comprenait d'une manière que je ne comprenais pas et que parler avec elle lui avait fait voir ce qui manquait dans notre relation. Je lui ai dit que s'il pensait que le problème était la communication, il aurait dû utiliser sa bouche pour me parler et non d'autres parties de son corps pour communiquer avec Léa. Lucas a dit qu'il avait complètement rompu avec Léa et qu'il voulait se concentrer sur le sauvetage de notre relation. J'ai ri et je lui ai dit que c'était déjà trop tard. Pendant que je chargeais le dernier carton dans la voiture, Lucas m'a demandé où je déménageais. Je lui ai dit que ce n'était plus ses affaires. Il m'a dit qu'il me laisserait de l'espace, mais qu'il espérait qu'un jour nous pourrions redevenir amis, puisque nous nous connaissions depuis longtemps.
J'ai répondu qu'après ce qu'il avait fait, l'amitié était impossible. J'ai laissé des copies des documents prouvant que je n'avais plus d'obligation vis-à-vis du bail. Notre ancienne propriétaire avait accepté de me libérer complètement du contrat puisque celui-ci était de toute façon sur le point de se terminer. Lucas devrait signer un nouveau contrat seul ou déménager avant la fin du mois. Mon nouvel appartement est plus petit, mais il convient parfaitement à mes besoins actuels. J'ai adopté un chat du refuge de Montparnasse et j'ai aménagé l'espace exactement comme je le voulais. La semaine dernière, j'ai croisé Léa au supermarché près de chez moi. Elle vit dans le même quartier, ce qui est logique car c'est un quartier plutôt agréable et abordable. Léa a essayé de s'approcher, mais je suis parti sans la reconnaître. Elle m'a suivi jusqu'au parking et m'a dit qu'elle voulait m'expliquer ce qui s'était passé. Contre mon meilleur jugement, je me suis arrêté et j'ai écouté. Léa a dit qu'elle n'avait pas l'intention de me blesser, mais qu'elle n'avait pas eu beaucoup de contrôle sur ce qui s'était passé. Elle a affirmé que tout avait commencé comme un flirt et que cela avait dégénéré. Elle a dit qu'elle se sentait terriblement mal de m'avoir fait du mal et qu'elle voulait s'excuser. Je lui ai demandé quand elle avait commencé à se sentir mal, avant ou après que je le découvre. Avant de coucher avec Lucas? Elle n'a pas pu me répondre directement. Alors je lui ai demandé si elle était toujours en contact avec Lucas. Léa a hésité avant de dire qu'ils s'étaient parlé quelques fois depuis que j'avais déménagé, mais qu'ils ne se voyaient plus. Quelque chose dans son hésitation m'a poussé à insister. J'ai demandé à Léa d'être complètement honnête sur ce qui s'était passé entre eux. Elle avait l'air mal à l'aise, mais a finalement admis que l'aventure avait commencé bien avant ce que Lucas m'avait dit. Ils avaient couché ensemble pour la première fois il y a 4 mois, pas 6 semaines comme l'indiquaient les messages. Léa a également révélé que c'était Lucas qui avait tout initié. Il avait commencé par faire des commentaires sur son apparence et lui poser des questions personnelles sur sa vie amoureuse. Quand elle a mentionné qu'elle se sentait seule après une rupture, Lucas a suggéré qu'il pourrait y remédier. Le dégoût m'a envahi. Léa a dit qu'elle savait que c'était mal, mais qu'elle était vraiment seule et vulnérable quand tout cela s'est produit. Le plus troublant que Léa m'a raconté, c'est que Lucas disait du mal de moi pour qu'elle ne se sente pas mal de me tromper. Il lui disait que j'étais trop concentré sur d'autres choses au lieu de notre relation et que ce n'était qu'une question de temps avant que je ne le quitte. Il lui disait qu'il se sentait comme marié et piégé. Léa a dit que Lucas affirmait qu'il avait besoin de se sentir désiré et libre, ce que leur arrangement lui procurait. Avant de terminer la conversation, Léa a mentionné que Lucas l'avait contacté presque tous les jours depuis que j'avais déménagé. Il voulait poursuivre leur relation maintenant qu'il était célibataire, mais Léa a dit qu'elle n'était pas intéressée par quelque chose de sérieux avec lui, elle préférait le type de relation qu'ils avaient auparavant, où ils pouvaient être physiques sans engagement. J'ai remercié Léa pour ce qu'elle m'a raconté, je ne sais pas si elle a été honnête ou non, et je lui ai dit que je ne voulais plus lui parler si nous nous croisions dans le quartier. Elle a hoché la tête et chacune a repris son chemin. Le soir même, j'ai bloqué son numéro et ses réseaux sociaux, bien qu'elle n'ait pas essayé de me contacter directement. Deuxième mise à jour, le harcèlement s'intensifie. Lucas a tenté de me contacter constamment depuis que Léa m'a vu l'autre jour. Il m'appelle et m'envoie des messages plusieurs fois par jour, me demandant de nous voir et de parler. J'ai bloqué son numéro, mais il a commencé à appeler depuis le travail et à demander à des collègues de me transmettre des messages. J'ai dû demander à ma superviseure de demander au reste de l'entreprise de ne pas s'impliquer dans mes affaires personnelles. Il y a 2 semaines, Lucas est apparu devant mon immeuble, celui du côté de la place de la Concorde à Paris. Je ne sais pas comment il a pu le savoir, puisque Léa le sait. La porte principale nécessite une carte d'accès, il n'a donc pas pu entrer, mais il a attendu sur le parking que j'arrive. Quand j'ai vu sa voiture, je me suis garé dans la rue et j'ai appelé ma voisine pour qu'elle me laisse entrer par l'arrière. Lucas est resté dans sa voiture plus de 2 heures avant de partir. Il a tenté la même chose 3 autres fois, j'ai donc contacté la sécurité de l'immeuble. Ils ont ajouté sa photo au système et l'ont informé qu'il n'était pas le bienvenu sur la propriété. Lucas a discuté avec le gardien et a dit qu'il voulait seulement s'excuser auprès de sa petite amie. Le gardien lui a expliqué que j'avais demandé qu'il n'y ait aucun contact et qu'il appellerait la police s'il revenait. Le week-end dernier, ma sœur m'a appelé pour me dire que Lucas l'avait contacté. Il avait obtenu son numéro grâce à mes informations d'urgence au travail et l'avait appelé pour la convaincre de me donner une autre chance. Ma sœur lui a dit qu'elle soutenait ma décision et qu'elle ne l'aiderait pas à me contacter. Alors Lucas a passé 20 minutes à lui expliquer sa version de l'histoire et à lui demander de comprendre son point de vue. Selon ma sœur,
Lucas a affirmé que l'affaire avec Léa ne signifiait rien et qu'elle s'était produite parce qu'il avait peur que notre relation ne devienne plus sérieuse. Il a dit que me voir organiser et planifier notre vie ensemble l'avait fait paniquer à l'idée de perdre sa liberté. Il a dit à ma sœur qu'il réalisait maintenant que j'étais la personne avec qui il voulait être et que Léa n'était qu'une distraction. Ma sœur lui a demandé pourquoi il pensait que cette explication améliorerait les choses. Elle lui a fait remarquer que la peur de l'engagement n'était pas une excuse pour tromper et mentir pendant des mois. Apparemment, Lucas s'est mis sur la défensive et a dit que tout le monde faisait des erreurs. Ma sœur a mis fin à l'appel et a bloqué son numéro. J'ai décidé de changer mon numéro de téléphone, car Lucas trouvait toujours des moyens de me contacter. Je n'ai partagé le nouveau numéro qu'avec ma famille et mes amis proches, avec des instructions claires de ne le partager avec personne. Cela a aidé à réduire le harcèlement, mais ne l'a pas arrêté complètement. Lucas a commencé à envoyer des messages sur les réseaux sociaux et par email. La plupart étaient de longs paragraphes disant à quel point il était désolé et à quel point je lui manquais. Certains incluaient des promesses de changer et de suivre une thérapie. Quelques-uns étaient des messages en colère m'accusant d'être une garce et de jeter des années d'amitié à la poubelle pour une seule erreur. Le point de rupture est arrivé quand Lucas a contacté mes parents. Il a appelé chez eux et a parlé à ma mère pendant près d'1 heure. Il lui a dit que nous avions rompu à cause d'un malentendu et que je refusais de communiquer avec lui. Il a dit qu'il m'aimait et voulait me demander en mariage, mais qu'il avait besoin de l'aide de ma famille pour me joindre. Ma mère m'a appelé, confuse par ce qui se passait. Je ne lui avais pas raconté les détails de la rupture, seulement que Lucas et moi n'étions plus ensemble. Quand elle a commencé à suggérer de donner à Lucas l'occasion de s'expliquer, j'ai dû lui raconter l'infidélité. Elle a été surprise car elle avait toujours bien aimé Lucas et pensait qu'il était bon pour moi. Après avoir parlé à ma mère, j'ai réalisé que Lucas continuerait à perturber ma vie et à impliquer d'autres personnes tant que je ne prendrais pas de mesures plus fermes. J'ai consulté un avocat sur la façon d'obtenir une ordonnance restrictive. L'avocat m'a dit que j'avais suffisamment de documentation de contacts non désirés pour demander une ordonnance temporaire, d'autant plus que Lucas s'était présenté plusieurs fois à mon appartement. Avant de déposer les papiers, j'ai décidé d'envoyer un dernier message à Lucas par l'intermédiaire d'un ami commun au travail. J'ai demandé à cet ami de dire clairement à Lucas que je prendrais des mesures légales s'il continuait à essayer de me contacter, moi ou ma famille. Le message précisait que toute nouvelle tentative de contact entraînerait une ordonnance restrictive. Lucas a répondu par l'intermédiaire du même ami en disant qu'il comprenait et respecterait mes souhaits. Pendant une semaine, le contact a cessé complètement. J'ai cru que le problème était résolu jusqu'à ce que Léa m'appelle sur mon nouveau numéro, que je ne sais pas où elle a obtenu. Léa a dit que Lucas lui avait donné mes coordonnées et lui avait demandé de me parler. Elle a affirmé que Lucas traversait une mauvaise période émotionnelle et voulait seulement boucler la boucle. Léa a dit qu'elle se sentait coupable de son rôle dans notre rupture et qu'elle estimait qu'elle nous devait, à tous les deux, d'essayer de tout arranger. J'ai dit à Léa que Lucas n'avait aucun droit de partager mes informations privées et qu'ils devaient tous les deux me laisser tranquille. Léa est devenue défensive et a dit qu'elle essayait juste d'aider. Elle m'a accusé d'être têtue et a dit que la plupart des gens essaieraient au moins d'avoir une conversation après une longue relation. Cette conversation a révélé que Lucas et Léa étaient toujours en contact régulier malgré ce qu'elle m'avait dit au supermarché. Léa a laissé échapper qu'elle connaissait des détails sur la situation de Lucas en matière de logement et son stress au travail, ce qu'elle ne saurait que s'ils se parlaient fréquemment. Quand je le lui ai fait remarquer, Léa a admis qu'ils s'étaient soutenus mutuellement depuis la rupture. J'ai mis fin à l'appel et j'ai immédiatement déposé une demande d'ordonnance restrictive. Le lendemain matin, l'ordonnance temporaire a été approuvée, couvrant à la fois Lucas et Léa. Un agent a remis les documents à Lucas à son travail et à Léa à son appartement. L'ordonnance interdisait tout contact direct ou indirect avec moi pendant 30 jours, avec une audience prévue pour déterminer si elle devait être prolongée. Troisième mise à jour, l'audience et la sentence. L'audience pour l'ordonnance restrictive a eu lieu il y a 3 semaines. Lucas s'est présenté avec un avocat et a tenté de faire valoir que ses tentatives de me contacter étaient des efforts raisonnables pour s'excuser et chercher le pardon. Son avocat a présenté des messages textés et des emails comme preuve que Lucas était réellement désolé et n'était pas une menace. J'ai apporté des documents sur tous les contacts non désirés, y compris les messages que Lucas avait envoyés par l'intermédiaire d'autres personnes et ses visites à mon immeuble. Les enregistrements de sécurité montraient Lucas attendant sur le parking plusieurs fois après qu'on lui ait demandé de se tenir à distance. J'ai également présenté des preuves que Lucas avait partagé mes informations de contact privées avec Léa sans ma permission.
la juge a prolongé l'ordonnance restrictive pour 1 an. Elle a déclaré que le comportement de Lucas montrait qu'il ne respectait pas les limites claires et que le fait d'impliquer des tiers pour contourner mes souhaits était particulièrement préoccupant. La juge a dit à Lucas que ses sentiments ne lui donnaient pas le droit de me harceler et qu'il devait accepter que la relation était terminée. Lucas a été surpris lorsque la juge a statué contre lui. Son avocat a tenté de demander une période plus courte, mais la juge a dit qu'une année complète était appropriée compte tenu de l'escalade du comportement. Lucas ne pourra pas me contacter directement ou indirectement avant le printemps prochain, et toute violation pourrait entraîner des poursuites pénales. Léa ne s'est pas présentée à l'audience, mais l'ordonnance restrictive à son encontre a également été prolongée. 2 semaines après l'audience, j'ai appris que Lucas avait dû retourner vivre chez ses parents. Il ne pouvait pas payer le loyer seul. Ses parents vivent à 1 heure de Lyon, il a donc maintenant un long trajet quotidien. Plusieurs personnes de l'entreprise ont fait remarquer qu'il avait l'air fatigué et stressé. Apparemment, Léa a également déménagé du quartier à peu près au même moment. Je ne sais pas où elle est allée, mais j'ai cessé de la voir dans les magasins et restaurants locaux. Quelqu'un m'a dit qu'elle avait des problèmes au travail parce que les clients se plaignaient de son attitude, mais je n'ai pas confirmé cette information. Le mois dernier, j'ai changé d'emploi pour éviter tout contact possible avec Lucas dans l'environnement de travail. Ce n'est pas un changement pour la possibilité de croissance, mais j'espère que ce le sera avec le temps. La culture de bureau est plus professionnelle et je n'ai pas à me soucier des drames personnels qui affectent mon environnement de travail. Je n'ai fréquenté personne depuis la rupture et je ne me sens pas prête à commencer. Plusieurs amis m'ont proposé de me présenter à des gens, mais pour l'instant, ce n'est pas le moment. L'ordonnance restrictive expire dans 9 mois. J'espère que Lucas a utilisé ce temps pour travailler sur lui-même et comprendre pourquoi son comportement était inacceptable, mais qu'il ait changé ou non n'est plus ma préoccupation, tant qu'il ne m'inclut pas. 4e mise à jour. La justice de la rue. Ne vous inquiétez pas, je n'écris pas ceci parce que Lucas me harcèle de nouveau. L'ordonnance restrictive aurait dû expirer il y a quelques mois, mais elle a été renouvelée. Ce n'était pas strictement nécessaire, mais parfois, quelque chose n'a pas besoin d'être nécessaire pour avoir de la valeur. Cela peut être là simplement pour vous donner la tranquillité d'esprit, et cela suffit. Cela me donne la tranquillité d'esprit de l'avoir, surtout avec tout ce qui s'est passé dernièrement avec Lucas. Je n'y ai pas été impliqué, mais ça me terrifie quand même. Beaucoup savent déjà que Lucas a non seulement essayé de revenir avec moi, mais qu'il voulait aussi être avec mon ex-amie Léa. Mais alors que je n'ai jamais envisagé de revenir avec un infidèle comme lui, Léa n'était pas prête pour une relation sérieuse. Je pense que c'est ce qui lui manquait de ma part, une relation stable et tout ce que cela implique. Lucas a cessé de me déranger quand j'ai obtenu l'ordonnance restrictive et je n'ai plus eu de ses nouvelles jusqu'à il y a quelques semaines, quand on m'a dit qu'il avait harcelé Léa. C'est pourquoi elle avait déménagé, comme je l'ai mentionné dans ma dernière publication sur Reddit. Le harcèlement a atteint son paroxysme il y a quelques mois, lorsque Léa a dû appeler la police. Il l'a suivie jusqu'à son nouvel appartement et elle a sorti une bombe lacrymogène et l'a vaporisé avant de le frapper avec un poing américain, acheté pour sa défense personnelle, et elle l'a frappé, eh bien, aux noisettes, comme on dit si joliment en France. Je dois admettre que, même si elle a été une mauvaise amie, elle sait vraiment se défendre. Léa avait déjà une ordonnance restrictive contre lui et Lucas a été condamné à 6 mois de prison pour l'avoir violée. J'ai aussi appris qu'il avait été licencié de notre ancienne entreprise, bien que cela se soit produit bien avant, lorsque son obsession pour Léa commençait à s'intensifier. Ce n'est pas lié à ce dernier incident. D'une part, je pense au pauvre Léa, car elle a dû vivre ce que j'ai vécu pendant des semaines. Mais d'un autre côté, je pense tant pis pour elle. Elle mérite d'avoir eu Lucas comme harceleur pendant plus d'1 an. Ce type est parfaitement représenté par la phrase « Qui le garde, perd ». Et Léa a perdu, en tout point. Vivre avec du gaz poivré et un poing américain pour se défendre, ce n'est pas vraiment vivre.